Nous allons échanger avec Claire Chenu, qui est chercheure à l'INRAE, professeure consultante à Groupe Paris-Tech. Ses recherches portent sur la dynamique et les fonctions des matières organiques des sols et le stockage de carbone dans les sols agricoles. Elle coordonne un programme de recherche européen, l'EJP Soil, qui associe 46 instituts de 24 pays européens différents sur la gestion climato-intelligente et durable des sols agricoles. Alors Claire, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Oui, parfait. Moi je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est parfait. Et vous êtes en très très grand. D'accord. Ok. Écoutez, bon, je ne me vois pas. Bon, oui, vous pouvez pas me voir. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc je voudrais remercier les organisateurs de ce sommet d'agroécologie de m'avoir invité à présenter cet après-midi. Je dois vous prier de m'excuser. Il y a eu, comme on dit aujourd'hui, un conflit d'agenda et effectivement pour le programme de recherche que je coordonne, je devais être à Bruxelles ces jours-ci et faire une présentation sur un autre sujet ce matin. Donc je suis désolée, c'est à distance, c'est pas très confortable, c'est loin d'être parfait, mais on va y aller comme ça. Donc matière organique des sols, stock et flux, dynamique et temporalité. Normalement Mazapet devrait marcher, oui. Alors de quoi parle-t-on? Matière organique, l'ensemble des composés organiques du sol, tout ce qui est ou a été vivant. Donc ça c'est définition. Maintenant ce qu'on voit parfois dans l'iconographie, et là par exemple c'est un document extrait d'une vidéo de la FAO il y a quelques années, c'est les matières organiques sont représentées comme un trésor, ça c'est super, mais un trésor enfermé dans un coffre avec un peu l'idée qu'il ne faut pas y toucher, il faut le garder, c'est précieux, mais cette image de coffre fermé, à mon avis, elle n'est pas vraiment pertinente. Elle n'est pas vraiment pertinente et les matières organiques c'est beaucoup plus qu'un trésor auquel il ne faut pas toucher puisque elles sont essentielles. On en a besoin à la fois pour les différentes fonctions. Oula, je vois que mes flèches, mes graphiques sont un peu déformés. On a besoin pour un certain nombre de contributions qu'elles font. La fertilité chimique des sols, fertilité biologique, qualité physique des sols, mais aussi la quantité, la qualité de la ressource en eau, avec des effets d'ailleurs négatifs et positifs. Et bien sûr, la composition de l'atmosphère et sa teneur en gaz à effet de serre. Vous voyez ici, j'ai représenté les matières organiques en interaction avec l'activité biologique. Bien sûr, parce que le sol est un milieu d'une biodiversité extrême, hein, 55%, plus de 50% des espèces de notre planète passent au moins une partie de leur vie dans les sols, mais parce que ces organismes, comme par exemple ici des acariens à la surface d'une feuille, sont en très forte interaction avec les matières organiques. C'est grâce aux matières organiques qu'ils peuvent se maintenir, qu'ils peuvent grandir, se reproduire. Ils les consomment. Et en les consommant, de ce fait, ils les transforment. Donc vous voyez une très forte interaction. Et des flux perpétuels. Et effectivement, la quantité de matière organique qui est présente dans un sol, ça va être le stock présente par une unité de surface pour une profondeur donnée. On parle beaucoup en tonnes par hectare, tonnes de carbone par hectare. Ça dépend des flux d'entrée au sol et des flux de sortie. Flux d'entrée, ce sont essentiellement les flux d'apport de matière, de biomasse végétale, mais aussi d'une bonne partie de nos déchets organiques. Et les flux de sortie, c'est principalement après la biodégradation, la minéralisation, c'en est l'étape ultime, mais ça peut être aussi localement des flux importants de départ par érosion. Et puis, vous avez vu, j'ai mis une flèche beaucoup plus fine, des flux de perte par lessivage, lixiviation au travers du profil. Donc la quantité de matière organique présente à un moment donné, elle dépend de l'équilibre entre la valeur relative de ces différents flux. Et ces matières organiques, donc perpétuel renouvellement, c'est un mélange, vraiment tout le temps, un mélange de débris végétaux de décomposition, d'organismes vivants, de petites molécules, plus ou moins liées aux minéraux. Voilà, donc un très complexe mélange. Et d'un point de vue
composition élémentaire, elles sont essentiellement formées de carbone, c'est à peu près 50%. Donc moi je vais, du coup, les chercheurs nous parlons, quand nous pensons en matière organique, nous parlons beaucoup de carbone, et puis concrètement, c'est ce qui est quantifié dans les analyses de sol, c'est toujours le carbone, c'est pas les matières organiques totalement. Donc voilà, mais elles sont aussi constituées d'autres éléments, ce qui veut dire que leur minéralisation libère de l'azote, libère du phosphore, libère du soufre, libère des éléments nutritifs pour les plantes. Et ce perpétuel renouvellement, il se passe, pour dire, échelle de temps moyenne, on va dire 50-70 ans, sous nos climats tempérés, pour des agroécosystèmes. Mais en fait, ça recouvre une très grande hétérogénéité de ce que nous appelons des temps de résidence. Combien de temps un atome de carbone, par exemple, va rester dans le sol? Ça peut être, et nous avons l'habitude de cette hétérogénéité, de la représenter de manière un peu simple en compartiments, nous appelons ça des compartiments cinétiques, avec par exemple un compartiment labile avec un temps moyen de renouvellement de l'ordre du mois, un compartiment lent, on est dans l'année, la décennie, un compartiment stable, on est plutôt à l'échelle du siècle. Et cette diversité des temps moyens de résidence dans le sol, elle est due à la diversité des facteurs de contrôle, nature des matières organiques, nature et abondance des décomposeurs, température, eau, aération, donc tout l'environnement des décomposeurs, et puis même des facteurs liés au type de sol. Alors, si on considère un apport de carbone, par exemple de tissus et molécules végétales, je crois que ça a aussi été déformé, à chaque pas de temps, une partie du carbone, tissus et molécules, j'ai représenté, vous voyez, la quantité de carbone en pourcentage de l'apport, donc on a 100% au départ, en fonction de temps, là c'est une série de calculs que j'ai fait, à chaque pas de temps, une partie va être utilisés par des micro-organismes en particulier, qui vont donc se construire. Vous avez du rose qui apparaît, la biomasse microbienne des organismes vivants. Une partie d'entre eux va mourir, va produire des molécules dans le sol. Biomasse et métabolites, c'est le orange dans mon graphique. Et puis, production d'énergie, ils vont respirer, c'est du CO2, le bleu ciel, dans mon graphique. Et ça se reproduit à chaque pas de temps pour ensuite les micro-organismes qui meurent, qui sont consommés par d'autres, la nécromasse, donc les cadavres des micro-organismes et des autres organismes qui sont utilisés par d'autres, etc. Et donc, on a cette décroissance progressive de ce qu'il y a dans le sol, qui, vous voyez, est un mélange d'hérités, le vert, les tissus végétaux, d'organismes vivants, et puis de nécromasse et métabolites, donc du néoformé dans les sols. Donc ça, vous voyez mon calcul, là, que j'ai fait avec des données réelles, on est à l'échelle des jours. Maintenant, si on considère une année, ça se reproduit plein de fois, chaque fois qu'il y a des apports. Qu'est-ce que ça donne? À l'échelle d'une année, dans notre contexte, si on a une restitution de résidus de culture d'ordre de 2 tonnes par hectare, donc 1000 kg, une tonne de carbone, 600 à 800 kg, donc 60 à 80%, va être minéralisé dans l'année. Par contre, ce qui reste va persister dans le sol pour des périodes, pour des durées beaucoup, beaucoup plus longues. Voilà, donc perpétuellement, il y a ces changements. Et du coup, ce qu'il y a dans le sol à un moment donné, c'est le produit de toutes ces transformations. Et là, j'ai représenté l'abondance, on va dire, des principales catégories organiques en abondance relative. C'est vraiment des ordres de grandeur. Donc, on a des débris végétaux en cours de décomposition que nous appelons matière organique particulière. Les organismes vivants, vous voyez, toutes petites, en quantité de carbone, c'est vraiment pas grand-chose, même s'ils sont vraiment très, très importants. Les molécules solubles dans la solution du sol, c'est aussi pas grand-chose quantitativement. Les charbons, ça va être très variable selon les endroits. En général, c'est quelques pourcents. Et puis, l'essentiel, c'est de la matière organique associée aux minéraux, soit héritée, verte, soit néoformée dans le sol, en orange. Donc, une composition hétérogène. Et on aurait dû vérifier les diapos, ça, il y a un problème. Bon, que veut-on des matières organiques? En fait, on en veut des choses qui sont apparemment contradictoires. On veut d'une part les stocker, qu'elles restent là, qu'elles ne bougent pas. Pourquoi? Pour le stockage de carbone vis-à-vis du climat, bien évidemment, mais aussi pour la réserve utile, pour une meilleure capacité d'échange cationique, pour capacité à retenir des nutriments, pour une meilleure cohésion
des particules du sol, meilleure stabilité de la structure. Mais on veut aussi les biodégrader, on veut aussi les minéraliser. Pourquoi? Principalement pour la fourniture de nutriments aux plantes, pour entretenir la vie du sol, la biodiversité, il faut bien qu'ils aient quelque chose à manger, et donc l'activité biologique, mais aussi pour d'autres propriétés comme la stabilité de la structure. Donc, des attendus qui sont en apparence opposés, contradictoires. En tout cas, c'est vraiment des compromis à résoudre. Alors après, finalement, cette première partie consacrée au processus, maintenant, voilà. Mais est-ce que toutes les matières organiques ont les mêmes temps de résidence? Est-ce qu'elles sont toutes stables? Alors, dans la communauté scientifique, bien sûr, nous passons beaucoup d'énergie pour développer des méthodes, pour essayer de séparer les matières organiques en fonction de leur temps moyen de résidence dans le sol. C'est très difficile à cause, vraiment intrinsèquement, à cause de la diversité des facteurs de contrôle. Une méthode que je vous cite parce qu'elle est déclinée, elle a été normalisée et elle est déclinée maintenant par des laboratoires, c'est le fractionnement granulométrique et densimétrique des matières organiques. Un titre long, en fait c'est assez simple, hein, c'est séparer, disperser le sol, et ensuite séparer les constituants minéraux, ça on a l'habitude, hein, analyse granulométrique, mais aussi organiques en fonction de leur taille et en fonction de leur densité. En particulier, on va récupérer ces débris végétaux en cours de décomposition, les matières organiques particulières, dans une fraction de la taille des sables, c'est grossier, hein, et puis qu'on arrive même à séparer par flottation dans l'eau, parce que c'est très, très léger. Et les fractions ainsi séparées n'ont pas toutes le même temps de résidence, elles se renouvellent différemment. Alors ici, par exemple, pour des sols limoneux, dans des sols cultivés, donc on a utilisé une méthodologie, bon, je ne présenterai pas, de traçage d'abondance naturelle en isotope non radioactif C13, et ce que vous voyez, c'est que vous avez la proportion de carbone nouveau dans la fraction en fonction du temps. La fraction la plus grossière, les débris végétaux d'une taille supérieure à 2 mm, dans l'année, c'est renouvelé. 200 à 2000 mm, temps moyen de résidence 3 ans. 0,05 à 0,2 mm, 12 ans, temps moyen de résidence. Et puis la fraction qui est associée aux minéraux, qui est inférieure à 0,5 mm, temps moyen de résidence 70 ans. Donc vous voyez, ça c'est le fondement de méthodes qui sont aujourd'hui proposées par un certain nombre de laboratoires, de quantifier ces débris végétaux en cours de décomposition, matières organiques particulières, par rapport aux matières organiques associées aux minéraux. La première fraction, elle a un temps moyen de résidence assez rapide, donc en fait elle va réagir assez rapidement au changement de pratique. Ça va être un indicateur précoce de changement de pratique. Et puis, c'est ce qui nourrit, c'est principalement ce qui nourrit les organismes vivants. C'est de ça qu'ils vivent. Donc, c'est bien, on arrive à lier ça avec de l'activité biologique. On arrive à lier ça avec un certain nombre de fonctions. Maintenant, quel est l'effet de pratique? Alors, déjà, augmenter la teneur, préserver la teneur en matière organique des sols, augmenter la teneur en matière organique des sols, derrière, il y a une diversité d'options et c'est encore une affaire de stock et de flux. Donc, pour préserver, augmenter des stocks, il faut jouer sur les flux. Les flux d'entrée, comme par exemple augmenter la photosynthèse, la production primaire, c'est les cultures intermédiaires, c'est l'enherbement des vignes et des vergers, c'est l'allongement de la durée prairiale dans les prairies temporaires, c'est l'agroforesterie, on fait plein de photosynthèse au-dessus. Sinon, il y a éviter de perdre du carbone, j'ai envie de dire presque bêtement, par des feux, donc l'interdiction des feux, ça c'est dans d'autres contextes que ça reste géographique, ça reste à réaliser. Privilégier la restitution par rapport aux exportations, et puis apporter des matières organiques qui viennent d'ailleurs, par exemple des composts d'origine urbaine. Et puis il y a aussi jouer sur la densité des animaux et la fréquence de fauche. Tout ça peut conduit à augmenter le flux d'entrée de matières organiques au sol, de biomasse au sol. Et puis jouer sur les flux de sortie, c'est quoi?
c'est tout ce qui va limiter l'érosion, donc les aménagements anti-érosifs, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation. Et puis le dernier volet, ce serait d'essayer de diminuer les vitesses de minéralisation en limitant la fréquence du travail du sol et l'importance du travail du sol. Alors ce que montre aujourd'hui la recherche, et vraiment c'est maintenant bien établi, c'est que ce qui est efficace, c'est la première série de mesures. C'est tout ce qui va conduire à augmenter le flux d'entrée de biomasse, de carbone, d'azote au sol, beaucoup plus que les autres volants d'action. Donc ça permet de prioriser un peu des démarches. Quand on est dans une situation, dans une stratégie d'intention de préserver, augmenter les stocks de matière organique des sols, une question qui se pose, c'est sur quoi est-ce qu'on va jouer? Alors je reprends ma petite représentation compartiment cinétique, des matières organiques qui ont des temps moyens de résidence contrastés. On peut penser avoir deux situations. Soit on va augmenter surtout ce qui est labile et lent, soit on va augmenter surtout ce qui est stable. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qu'on augmente, et vous pouvez voir que ça a des intérêts différents. Dans la première situation, on augmente ce qui est labile, c'est ce qui est le plus intéressant d'un point de vue fourniture de nutriments, d'un point de vue vie du sol. Par contre, la deuxième, c'est surtout intéressant par rapport en termes de contribution à l'atténuation du changement climatique, donc des objectifs contrastés. Alors, je vais me permettre de vous montrer quelques résultats de recherche de la thèse d'Israël Pémois. Nous avons travaillé sur des essais de longue durée. Donc, 2 essais de longue durée situés en Île-de-France, développés sur des luvisols, mais très proches finalement, dans lequel on avait, alors qui sont des essais en grande culture, et dans lequel donc on avait une modalité témoin, entre guillemets, conventionnelle, productive. Vous voyez, teneur en carbone, on est un peu en dessous de 1% de carbone, donc un peu en dessous de 1,7% de teneur en matière organique. Ce sont les 2 lignes violettes. Dans le premier essai, situé à Versailles, la cage, c'est comparé avec un système de culture en agriculture biologique, alors qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de fertilisation organique. Toute la fertilité du sol est assurée par des légumineuses dans la rotation. Et puis, un système en agriculture de conservation dans lequel il y a on est en semi-direct et une diversification de la rotation et un couvert permanent du sol par une luzerne. Et puis, un autre essai où ce qui est comparé au conventionnel, ce sont des apports de produits résiduaires organiques, compost d'ordures ménagères, fumier de bovins et compost de biodéchets. Alors, vous voyez, la teneur en carbone, en 20 ans d'existence de ces essais, elle a changé dans certaines modalités. Et du coup, les stocks, la quantité de carbone sur 30 cm de profondeur par hectare, il a aussi beaucoup augmenté. Donc, ce carbone additionnel, si on fait la différence entre le conventionnel et d'étudier, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'était pour montrer que les teneurs et les stocks avaient changé, avaient augmenté. Le carbone additionnel, qu'est-ce que c'est? Donc nous avons utilisé le fractionnement granulométrique. Alors je suis désolée, mon graphique est encore en anglais. Vous avez les matières organiques particulières, en anglais ça donne des pommes. Et les matières organiques associées aux minéraux, en anglais ça donne des MAOM, Mineral Associated Organic Matter. Et vous pouvez voir que dans l'essai avec des apports de pro, alors ce que j'ai représenté ici, c'est la quantité de carbone additionnel. Donc le carbone qui est arrivé en plus par l'implémentation de ces pratiques ou systèmes alternatifs, où est-ce qu'il se distribue? Vous voyez que lorsqu'on apporte des produits résiduaires organiques, c'est à la fois des matières organiques associées aux minéraux et pas mal de matières organiques particulières, alors que dans l'essai système de culture alternatif, c'était surtout des matières organiques associées aux minéraux. Avec une hypothèse du coup, c'est que, oui c'est ça, c'est que ce soit en fait des matières organiques dues à des rhizodépôts, donc qui arrivent par la racine des plantes de couverture, par la racine des légumineuses dans le système biologique. Ce que nous avons fait également sur ces essais, c'est d'utiliser une méthodologie qui est en plein développement actuellement, qui s'appelle l'analyse Roch-Eval. Alors c'est une méthodologie qui est dérivée des pratiques des pétroliers, mais qui nous permet, en utilisant une très très large base de données que nous avons aujourd'hui, de quantifier dans le carbone du sol
quelle proportion, donc quelle quantité, a un temps moyen de résidence de l'ordre de 30 ans, on appelle ça du actif, et quelle proportion a un temps, quelle quantité a un temps moyen de résidence supérieur à 100 ans, supérieur au siècle, stable. Alors, ce que vous pouvez les voir, c'est que dans l'essai de Lacage, toutes les matières organiques additionnelles, elles sont actives. Elles vont se renouveler assez rapidement. Tandis qu'à l'IAGRO, là où on apporte des produits résiduaires organiques, une partie d'entre elles sont stables à l'échelle du siècle. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, c'est pour montrer l'utilisation de méthodes, mais aussi que donc, dans les systèmes de culture alternatifs que nous avons, donc forcément, on suppose que c'est beaucoup l'activité des racines qui permet de directement lier des exudats racinaires, des rhizodépôts à des argiles. Par contre, dans la situation avec des apports de produits résiduaires organiques, en fait, c'est une matière organique particulière. Là, c'est des petits morceaux de compost. Et donc, en fait, ce sont des matières organiques qui sont stables. Tout ça pour vous dire, différentes pratiques mises en œuvre, on aura différentes stabilités du carbone additionnel. Mais finalement, quand même, l'essentiel, ce n'est pas des matières organiques qui sont stabilisées à l'échelle du siècle. Donc ça veut dire qu'il va falloir maintenir les pratiques si on veut maintenir les stocks qui ont augmenté. Et voilà, toutes les matières organiques ne sont pas les mêmes. Ça s'applique aux matières organiques du sol, les matières organiques particulières versus celles associées aux argiles, mais ça s'applique aussi aux apports organiques au sol. Et ça, là, ce que je vous présente, c'est une typologie des produits résiduaires organiques qui a été proposée dans l'expertise MAFOR, conduite par INRAE, sous la houlette de notre collègue Sabine Houot, qui a essayé de classer un peu les produits résiduaires organiques en fonction de leur valeur fertilisante azotée. Et voilà, à l'extrême, les lisiers, les fientes de volaille, vous avez des produits qui ont une minéralisation très rapide, un C sur N bas, donc ils vont fournir rapidement de l'azote. Et à l'autre extrême, les composts, les digestats, les biodéchets, composés biodéchets, vous avez des matières organiques qui ont un C sur N élevé, donc sont relativement pauvres en azote, et qui se décomposent lentement. Donc ils vont avoir, les premiers, une valeur fertilisante, et deuxième, l'extrémité du pôle, une valeur amendante. Mais bien sûr, c'est tout un gradient, et puis dans chaque catégorie, on a une certaine hétérogénéité, et on a maintenant des méthodes un peu pour classer ces matières organiques. Donc très important, on n'apporte pas n'importe quel produit résiduaire organique pour n'importe quel objectif, selon qu'on veut plutôt du flux, plutôt du stock. Un extrême qui n'est pas représenté sur ce graphique, ce sont les biochars. Les charbons produits par pyrolyse de biomasse qui sont pas mal médiatisés. Alors là, on est à l'extrême, c'est des produits valeur fertilisante égale 0 et par contre une valeur assez importante en termes de stockage de carbone. Mais là, typiquement, c'est avoir une démarche où on est complètement monofonction, mono-service écosystémique attendu. Donc quelque chose d'un peu extrême. Est-ce qu'on peut stocker et minéraliser à la fois ? Je reviens à mon graphique de tout à l'heure. On a des attentes différentes, voire opposées. Alors, en fait, oui, on peut avoir les deux à la fois, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours, dans tous les sols, il y a à la fois des matières organiques qui tournent vite et des matières organiques qui sont stables à l'échelle du siècle. Donc on peut à la fois stocker et biodégrader les matières organiques. Et voilà, ce sont plutôt des matières organiques stables qui vont être stables dans le temps, qui vont concourir à la réserve utile, à la capacité d'échange cationique et bien sûr au stockage de carbone, et puis des matières organiques labiles. Là, je vous ai déjà parlé des produits, des matières organiques particulières, mais aussi la biomasse microbienne en elle-même, les êtres vivants, qui vont être rapidement minéralisés, fournir des nutriments et puis supporter la biodiversité. Est-ce qu'on peut, alors avoir les deux à la fois, moi j'avais été très frappée par ce résultat quand j'avais lu l'article. J'avais trouvé que c'était assez démonstratif. C'était une analyse d'un essai de l'Australien, dans le sud de l'Australie, avec comparaison d'une prairie permanente, d'une prairie temporaire, donc 2 ans de blé, 4 ans de prairie, d'une monoculture de blé, d'une rotation blé, avoine, jachère, et d'une rotation blé, jachère, qui sont classés
oui, j'aurais dû, je suis désolée, c'est en anglais. Ce que vous avez en abscisse, c'est le flux d'entrée annuel, donc en tonnes de carbone par hectare. Hein, vous voyez, on est à 3 tonnes de carbone par hectare en prairie permanente, on est à une demi-tonne par hectare dans ces systèmes, dans la rotation blé-jachère. Ce que vous avez en ordonnée, c'est le stock de carbone dans le sol. Donc on a une très forte corrélation déjà entre le flux d'entrée, je vous ai dit, c'était le principal volet d'action, et les stocks. Et puis ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont pu mesurer la vitesse moyenne, le temps moyen de résidence du carbone dans ces sols. Et vous avez ça en ordonnée. Et vous voyez que plus le flux d'entrée dans ces systèmes est élevé, plus ça tourne vite. Hein, donc, il n'y a pas d'opposition. C'est pas parce qu'on va alimenter un sol beaucoup plus en biomasse que ça va nécessairement se ralentir. Au contraire, parce que c'est généralement associé avec une plus forte activité biologique. Alors, j'arrive à la fin de mon exposé. Et je me suis des développements à faire dans ce qui est stock et flux, c'est l'analyse de la synchronie entre l'offre du sol en nutriments et la demande des plantes, hein, puisque ce qui est souhaité, évidemment, c'est qu'il y ait, je vais représenter un peu schématiquement sur la droite de ce graphique, c'est que la fourniture du sol soit à peu près dans le temps, répartie de la même manière, en intensité, mais aussi en distribution dans le temps, par rapport aux besoins des plantes. Et ce, alors qu'on a des processus très complexes. J'ai un peu parlé du cycle du carbone, mais également du cycle de l'azote. Et il y a dans les travaux de Sébastien Fontaine, donc qui travaille à l'INRA de Clément, de très très belle élaboration sur différents systèmes basés sur une analyse des systèmes naturels et comment en agroécologie on pourrait construire des systèmes qui permettent une meilleure synchronie entre la demande de la plante et la fourniture du sol. Alors, autre développement en cours, à venir, il y a pas mal de recherches là-dessus, c'est stocker par la racine. Stocker par la racine en augmentant la profondeur des systèmes racinaires, la biomasse des systèmes racinaires, et ceci parce qu'en fait le rendement en carbone du sol est plus important pour la biomasse souterraine que pour la biomasse aérienne. Et bon, il y a pas mal de travaux faits de la diversité des systèmes racinaires, donc diversité des couverts végétaux et derrière de leur système racinaire, comment ça influence le stockage de carbone. Autre question qui me semble essentielle et qui fait aussi l'objet de travaux actuellement, toujours sur les questions de stock et de flux, c'est la question de qu'est-ce qu'il faut restituer au sol. J'ai une biomasse, je l'ai représentée en jaune, je peux m'en servir comme litière, donc elle peut devenir du fumier. Au passage, je vais perdre une partie du CO2, donc je vais apporter moins de carbone au sol si je restitue le fumier au sol, mais qui va être peut-être plus stable. Je peux composter ce carbone, il peut passer au travers de digesta, il peut aussi être pyrolysé, devenir du biochar. Donc quel est le bilan en carbone, mais aussi en azote, en phosphore, d'une biomasse qu'on fait transformer hors sol, avec éventuellement le bénéfice d'une production d'énergie, ou qu'on fait transformer dans le sol, avec peut-être des bénéfices en termes de biodiversité et de propriétés physiques. Donc voilà, ça fait partie pour moi des questions les plus actives en ce moment et les plus nécessaires actuellement. Et je vais maintenant conclure pour dire que, finalement, ce que je voulais dire, c'est que les matières organiques des sols sont en perpétuel renouvellement. Il faut bien considérer les deux aspects, stock et flux, et ceci parfois pour des objectifs différents. Si vous voulez protéger un sol contre l'érosion, avoir une couverture dessus, bien sûr, votre mulch, vous aimeriez bien qu'il ne se décompose pas du tout. Par contre, si la question c'est de fournir des nutriments, la matière organique que vous apportez, vous voulez vraiment qu'elle se décompose rapidement. Et le choix, en particulier, donc il y a quand même un volet important de gestion des matières organiques exogènes, ou pro, ou matières organiques fertilisantes, comme on peut les appeler de différentes manières, doivent en tenir compte. Et puis, stock et flux, ça ne s'oppose pas. Je tiens vraiment à le dire, on peut, en particulier dans des systèmes de culture agroécologiques, où on augmente les entrées de biomasse au sol et où ça stimule l'activité biologique, on peut à la fois stocker plus de matière organique et en minéraliser plus. Et sur ce, je voudrais vous remercier pour votre attention.
Merci beaucoup. Je vais appeler à mes côtés Xavier Cotta, qui est membre de l'association Carboé, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, qui a travaillé sur les principes permacoles dans différents projets et qui va relayer les questions que nous avons reçues par l'application. On va aussi on a le temps d'en prendre quelques-unes rapidement dans la salle. Et Xavier restera à mes côtés pour l'animation de la table ronde de cet après-midi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout a été très clair dans l'exposé de Claire, ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'elle vienne apporter quelques détails? Avant de prendre des questions, oui. Le président de l'association, Xavier Planty, m'a demandé de remercier Claire et je ne peux que valider sa volonté de remercier Claire. Donc Claire, en tant que coordinatrice scientifique de l'association et puis pas que, je voudrais te remercier sincèrement d'avoir pris ce temps-là parce que je sais que tu es quand même carrément prise avec un agenda hyper rempli à essayer de défendre les sols et le travail que vous faites et que nous faisons pour défendre les sols, la cause des sols au niveau de l'Europe notamment. Donc un grand merci d'avoir réussi à trouver ce temps-là et de nous avoir fait cette présentation. Merci beaucoup Claire. Merci Céline. Merci Céline. Alors il y a une main qui se lève très haut là, juste en face de moi. Il y a une question en ligne, donc on va pouvoir les prendre toutes les deux, c'est parfait. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur le sujet du déstockage de carbone lié au travail mécanique du sol. Je ne trouve pas de consensus sur le sujet et de ce que j'ai vu, ça dépend des conditions pédoclimatiques. Donc voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur ce sujet. Merci pour votre question. C'est effectivement une question très, très importante et c'est vrai que c'est une question sur laquelle il y a eu une réévaluation des résultats il y a quelques années et en contexte tempéré, même tempéré océanique, pas d'effet majeur, voire pas d'effet visible du travail du sol sur les stocks de carbone du sol. Ça veut dire qu'on a une redistribution, ça redistribue les matières organiques dans le profil, mais globalement la quantité présente, elle est la même. C'est un peu modulé par les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire qu'en contexte méditerranéen, là, il y a un certain nombre de situations où on observe un stockage additionnel. Voilà. Mais on avait vraiment surestimé. Je ne sais pas si j'ai répondu assez. Oui. Il y a une question du public qui est: quel est le couvert le plus efficace pour augmenter les flux de carbone? Ça va être si c'est le flux de carbone entrant, ça va être le couvert qui fait le plus de bio. Maintenant, si c'est le couvert qui va permettre le plus de flux de minéralisation, c'est un couvert avec un C sur N relativement bas, un taux de lignine relativement faible, de façon à être facilement biodégradable. Voilà. Et puis, une question on ne peut pas encore vous répondre, en tout cas pas de manière très affirmée, mais c'est qu'il y aura un effet de la diversité du couvert sur le stockage de carbone dans les sols. Enfin, ça a été démontré dans un certain nombre de situations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent que je n'aurais pas vues? Où ça? Ah, alors apparemment il y a une question. Ah bah voilà, juste deuxième rang. Merci Xavier. Bonjour, vous avez parlé rapidement des biochars et c'est vrai qu'on est souvent entre guillemets challengé là-dessus pour stocker du carbone, ce qui semble, si on a juste le prisme carbone, intéressant. Est-ce qu'il y a des études actuellement qui montrent éventuellement que ça peut bloquer le cycle du carbone par ailleurs? Quels sont les effets agronomiques qui pourraient être néfastes par l'utilisation de biochars? Ou positifs, alors, Est-ce qu'il y a des études? Oui. J'avais entendu parler d'études en cours, mais je n'ai pas de résultats pour l'instant. Il y a pas mal d'études en cours. Alors, des effets négatifs, il y en a avec le pH, mais je ne me souviens plus, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais dans des conditions un peu extrêmes. Sinon, ça n'a pas pour effet de bloquer l'activité biologique du sol.
et donc de bloquer le cycle naturel des matières organiques dans les sols. Par contre, ce qui est maintenant bien établi, c'est que les biochars peuvent avoir un intérêt en termes de propriété du sol, donc capacité à retenir des nutriments, capacité à retenir l'eau, dans des sols très très pauvres, en contexte plutôt tropical ou équatorial, mais c'est zéro effet en conditions tempérées. Donc on n'apporte pas des biochars pour améliorer la qualité ou la santé des sols. On en apporte exclusivement si on veut stocker plus de carbone. Donc c'est vraiment être monofonctionnel. Eh bien, merci infiniment Claire Chenu pour vos réponses, pour vos éclairages et pour cette présentation. On va pouvoir vous saluer et vous souhaiter bon courage pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Merci. Et désolée encore, c'est pas très agréable pour vous.